écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Salut à vous, chers auditeurs et chers amateurs de rien du tout. لا voilà. لا اعطي البنش Ça. لا بونجور vous êtes bien sûr راديو معارف الله يهديك خلينا صاحبي ديك الدخله راه هذه الدخلة. Ok, ben je t'ai laissé le faire. Alors, j'enchaîne. Vous avez reconnu Mustafa Kadeli qui est coach, qui coach une entrée de podcast. Merci beaucoup Mustafa d'être là. Et merci Bonjour. aussi à Abdallah, parce que tu es aussi là, Abdallah Fili, l'homme que l'on ne présente plus. Bonjour c'est Reda, bonjour c'est Mustafa. Alors, c'est un moment spécial, c'est le bilan de la 4e saison des podcasts Histoire de Radio Ma'arif. C'est toujours un épisode spécial, c'est un épisode où on revient sur ce qu'on a entendu. On essaie de faire un petit bilan modeste, parce que la masse d'informations sur une saison est énorme. On essaie de remettre ça sur la table et de remettre devant des questions qui sont toujours dans nos têtes. Et pour cela, on vous a convoqués tous les deux, comme tous les ans, pour ce bilan. Merci d'être venus, les amis. Merci pour l'invitation. Comment ça va, Abdallah? Tu m'as pas l'air en forme. Très bien, toujours en forme. Ça, Si je suis là, c'est que je suis prêt à dégainer. Elle revient du terrain encore. Oui. Là, qu'est-ce que tu es en train de chercher actuellement? Eh ben, on a été à Église, on est à Armat en ce La moment. belra de Abdelmoumen. Non, mais il y a de très 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 belles découvertes à Église, Ah bon notamment. Et qu'est-ce qu'il y a par exemple? Eh ben, il y a la grotte sacrée. La grotte sacrée de Ben Zoumert. Exactement. Ne me dis pas que c'est là où il a écrit Azoumayotla. Azuma Yotla. D'abord, c'est pas lui qui l'a écrit, mais il l'a dicté sur place, oui. D'accord. Oui. Et ça fait l'unanimité des Ah, mais c'est une manuscrits. grotte aménagée ou là c'est une grotte? Ouais, c'est des grottes, c'est une série de grottes, c'est le complexe grotteux le plus intéressant qu'on ait en Occident musulman. Des grottes naturelles. Grotte, non, Non. creusées au départ certainement pour chercher des matériaux de construction, mais progressivement, ils ont installé en fait un ensemble de khalawat les unes à côté des autres, donc qui forment Un ensemble. véritablement un complexe. Combien de complexe, grottes à peu près? On est, Une dizaine. pour le moment, 5, 6, ces grottes qui font à peu près 1 mètre, 1,50 mètre de superficie. Ah donc c'est petit quoi, c'est des cellules. C'est l'idée même de la khalwa, c'est-à-dire khalwa. avec, je vais pas annoncer la nouvelle dès maintenant, mais avec des accès très spécifiques. Par exemple, il y a une khalwa où tu rentres par un trou. En fait, ils ont percé un trou d'en haut. D'en haut. D'accord. Et donc, qui fait à peu près 40 cm. Donc, et on a ce qui est très Donc bien. on sait que Ben Zoumert n'était pas claustrophobe. Alors là, je pense que Et qu'il n'était pas gros non plus. pas gros non plus. Pas gros. Ça, on le sait parce qu'il a un régime alimentaire très, comme tous les sophies d'ailleurs. Ouais. Il est petit de taille, c'est vrai. On a des descriptions de Baydark notamment et tout ça. Enfin, Même ça. Baydark ment beaucoup. Mais pas toujours. Mais effectivement, il y a des rajouts. C'est un écrit qui a été, on va dire, aménagé, qui a été progressivement amendé et, on va dire, orienté. C'est une construction. C'est bien Baydark qui racontait que Ben Zoumert faisait parler les morts. Exactement, Oui, exactement. Ah. Mais Non, dans c'est la normal, stratégie ça- politique. Oui. Normal, ça fait partie du récit parce qu'on construit un récit, donc effectivement, il Ou faut bien bien que les lions embrassaient la main de Abdelmoumen. De C'est toujours Abdelmoumen, Baydark. Voilà. exactement. Ah, Et se ouais. prosterner devant lui, oui. Donc Baydark c'est un peu le ministre de la propagande des Almohades. C'est sûr qu'il a fait un effort considérable et on s'est rendu compte maintenant que c'est pas un écrit monolithique en fait. C'est un écrit qui s'est progressivement fait sur plusieurs années, plusieurs étapes et peut-être plusieurs mains. D'accord. Eh ben écoute, bonne Et chance. donc ça pose la question, juste pour vraiment donner encore envie aux gens de revenir l'année prochaine, écouter Radio Ma'arif, c'est effectivement, ça pose la question de ce pouvoir almohade. Est-ce qu'on va continuer à le traiter comme étant un régime qui a perpétré des génocides contre telle ou telle tribu, contre telle ou telle région, etc. Ou tout simplement revenir aux sources justement de ce pouvoir qui ont fait la base, le départ à Église,
il faut rappeler qu'Igiliz n'est pas connu. Donc, c'est pas Guélis de Marrakech en tout cas. C'est pas Guélis de Marrakech. Mais c'est le même toponyme. Exactement, parce que ça nous Mais renvoie... d'ailleurs, dis-nous où c'est Iguélis en fait. Iguélis, On aurait pu commencer par là. c'est à 60 km de Taroudant, vraiment au milieu de la tribu Arran, Côté anti-Atlas ou côté Haut-Atlas? côté anti-Atlas. Anti-Atlas, donc en allant vers le sud. Voilà, D'accord. sud-sud-est. D'accord. Et donc inconnu jusqu'à... Il a été rapporté par les textes avec des toponymes complètement bizarres. Iguiline, Igli, etc. avec tout ce que ça induit en termes de la difficulté de le retrouver, etc. Pas mal de gens ont cherché à le découvrir et finalement c'est en 2004 qu'on l'a localisé définitivement. Justement, je voudrais rappeler quand même cet exploit que tu as réalisé avec ton collègue français, Van Stevel, oui, Van de la Stevel, Sorbonne. pour localiser enfin ce lieu d'émergence de l'Madi Ben Tomar, celui ça. qui s'appelle Iguélis, sur lequel beaucoup de chercheurs, beaucoup d'archéologues ont essayé quand même d'approcher sans succès. Et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ta démarche, tu fais dans la combinaison entre l'écrit, les textes, et la recherche, et la toponymie, et les noms des lieux, et c'est ça aussi qui va Et les peut-être... interviews. Et les interviews, bien sûr, comment dirais-je, parler avec les gens, avec les habitants, parce qu'on croit que la mémoire disparaît, mais il y a toujours des traces de quelque chose. Tu nous as raconté ça dans un podcast d'ailleurs, et je trouve que c'est quand même la valeur ajoutée de l'archéologie de s'intéresser à des périodes a priori documentées. Donc normalement on n'a plus besoin de rien. Ben non, l'archéologie va nous aider à dépoussiérer, à dépassionner et surtout enlever un petit peu tout ce qui pourrait nuire à la vérité historique à laquelle on essaie de s'approcher, bien sûr tout en sachant à l'avance que bon, c'est de l'impossible, mais en tout cas on se rapproche et ça vraiment chapeau les archéologues. Je vous envie vos habits de Bnaya pour nous redonner la véritable histoire, si j'ose dire. Et ben c'est d'ailleurs c'est l'occasion de rappeler ton ballon d'or, ballon d'or de l'archéologie, Absolument. obtenu grâce à cette découverte. À cette découverte. Alors je voudrais commencer ce bilan par justement un thème qu'on a un peu frôlé là dans cette intro improvisée, qui est la difficulté qu'on a à réfléchir le passé autrement qu'avec l'état d'esprit du présent. Quand on se projette derrière nous, c'est-à-dire à peu près à ce qu'on connaît de génération, on connaît tous plus ou moins, on a connu nos grands-parents, on imagine un peu deux générations, on a du mal un petit peu avant, mais par continuité, on arrive à se fabriquer des images mentales. Par contre, cette année, on a eu 2 podcasts, celui de Lahsen Oulhaj, professeur Oulhaj, qui nous parle du Maroc, enfin du Maghreb, de l'Afrique du Nord chrétienne, avec des Arius, des Donates, des prises de tête Cyprien. sur Tertullien, Cyprien, des prises de tête sur le statut de la Sainte Trinité, enfin ce genre de choses, un Saint Simon, Saint Pierre qui est libyen, enfin des choses complètement, c'est Simon je crois qui est libyen, Ouais. des choses complètement surréalistes pour nous. Et je fais le lien également avec un podcast que tu as fait, Abdallah, sur le Bejalia, donc l'époque d'un sous chiite. Ces 2 exemples cassent complètement la représentation qu'on a de notre passé et nous font réaliser à quel point on est conditionné par le présent et à quel point il est facile pour quelqu'un qui ne fait pas un effort, j'essaie de le faire mais j'y arrive pas toujours, d'imaginer un Maghreb ou un Maroc autrement que tel qu'on l'a connu. Voilà, la puissance du présent fabrique des choses qui ont l'air naturelles alors qu'elles n'ont pas toujours été. Voilà. Je crois qu'il y a une interrogation simple que tu as posée au début, c'était de regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Je crois que c'est l'une des erreurs que font beaucoup de gens. Beaucoup de gens, le commun des mortels, comme certains spécialistes, parce que justement se projettent dans le passé par rapport à une vision d'aujourd'hui. Et pour les spécialistes, non. On essaye de se mettre dans la peau d'une période pour essayer de comprendre la logique de l'époque et l'évolution qui s'en est suivie. Tu as évoqué la période pré-musulmane, c'est-à-dire la période chrétienne et juive chez nous, surtout quand on voit que le judaïsme s'est propagé pratiquement jusqu'aux zones sahariennes, de la Méditerranée jusqu'aux zones sahariennes, ce qui étonnerait peut-être les gens, alors que quand même c'est le bain religieux qui était là, qui était très fort, très présent, et qui a laissé énormément de traditions, notamment celle de la tradition du savoir. On s'étonne beaucoup de voir qu'on a des écrits dès l'époque almoravide, même de l'époque idrisside,
vide, et on s'étonne que la science commence à s'installer, la science de l'écriture commence à s'installer, alors qu'a priori, non, il n'y a rien d'étonnant quand on fait le lien avec les périodes qui ont précédé. Sauf que on n'en sait pas d'une manière générale. Peut-être on l'évoque d'une manière caricaturale un petit peu. On saute pour venir à la période musulmane, qu'on a considéré comme le cœur d'un récit national, nationaliste, plus ou moins, etc. Mais tout cela, c'est des constructions parce que les spécialistes, quand ils essaient de remonter la chaîne, on est obligé de passer par ces moments-là, quel que soit ce qu'on pourrait nous en penser. Mais c'est pas nous qui ont à penser, c'est à nous d'abord de faciliter surtout la connaissance de cette période et d'essayer toujours de mettre le décor, de contextualiser, et les noms que tu as cités et tant d'autres certainement ont marqué l'histoire, mais aussi les mouvements religieux et les mouvements politiques qui sont suivis durant la période musulmane. Tu as évoqué le Béjalia, mais on peut aussi évoquer le Borwatiya. Bien sûr. Oui, mais c'est d'autant plus compliqué, et je crois qu'Abdallah peut nous en parler, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a un tabou, en fait, il y a une sorte de tabou. J'avais pas réalisé ça, mais tu m'as parlé de certaines réactions que tu avais eues par rapport à ton podcast sur le Béjalia, et des gens qui sont pas contents qu'on parle de ça. Il faut dépassionner tout ça, ça c'est clair et net. Les gens n'ont pas de recul. Et là, il faut faire un distinguo entre on va dire l'histoire des spécialistes et l'histoire du commun des mortels. Et dans ce cas, bien évidemment, quand on ne met pas les moyens de connaissance à portée de gens, eh bien évidemment, on peut partir d'ailleurs, la majorité de nos étudiants le font, ils s'inscrivent dans une histoire contemporaine, parce que ça leur parle mieux, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de documentation, etc., etc. Par contre, quand on voudrait travailler sur l'histoire ancienne, il faut faire un effort supplémentaire dans la documentation, dans la lecture, dans la critique même de ce qu'on lit, etc. Donc c'est un métier, san'a. C'est vraiment san'a. Et donc à ce moment-là, deux choses par rapport à l'approche d'un spécialiste vis-à-vis de ces histoires. Soit, effectivement, il va faire une histoire fondée sur la passion qu'il a envers un dogme, ou là une religion, ou là un parti pris politique, etc. Soit, il va dépassionner tout ça en disant que c'est notre histoire, avec ses hauts et des bas, avec bien évidemment, il n'y a pas un haut, il n'y a pas un bas. Encore une fois, c'est vraiment une histoire qu'il faut connaître. Il faut la dépassionner d'autant plus quand on a une connaissance des textes, une connaissance de tradition orale, une connaissance du terrain, c'est-à-dire de l'archéologie, de la toponymie. Tout est important pour construire petit à petit cette histoire. On a par exemple une méconnaissance criante de cette histoire pré-islamique, parce que soit les sources sont grecques, romaines, donc écrites en latin, etc. et donc difficiles d'accès. Il faut dire par exemple que les textes de cette période justement pré-islamique sont accessibles à partir du moment où ils sont traduits en français. Peu de Marocains lisent par exemple les textes en latin. Peu de Marocains ont accès aux textes grecs, par exemple d'Hérodote ou autres. Donc c'est véritablement un gros problème documentaire, un gros problème de formation. Par contre, est-ce qu'il faut à chaque fois défendre un Maroc, on va dire, homogène, avec une seule source d'inspiration religieuse, politique, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Non, de toute façon, nous, on en est convaincus. C'est ce qu'on a fait un peu spontanément, mais j'avais pas conscience des blocages que ça pouvait faire naître dans certains esprits, le fait de mettre en lumière des passages qui sont pas conformes à ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Pour moi, c'est normal. On n'a pas de compte à régler. On essaye de comprendre. Il n'y a aucune raison d'occulter des passages juifs, chiites ou je sais quoi, enfin, ou des auteurs du bouc. Mais je réalise à quel point ça peut gêner par rapport aux réactions qu'on a de temps en temps. Je réalise à quel point ça peut gêner par rapport à la vision rassurante d'un Maroc éternellement sunnite, malikite. Je n'avais pas conscience de ça en vérité. Et voilà, je découvre. Zakaria Boualem l'a bien exprimé dans ton livre. Je veux dire, parce que justement, on a grandi, peut-être éduqué dans un sens, mais aussi comprendre tout ce processus. Parce que, comme on a évoqué la relation entre le donatisme à l'époque chrétienne comme un chiisme et l'émergence du
premiers mouvements contestataires de la période musulmane chez nous, parce qu'on était à la marge de l'Empire omeyyade, et donc ce qu'on appelle le kharijisme, le chiisme, qui était contre cet État-là prédateur en quelque sorte, avait fait émerger des mouvements d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis j'ai l'impression que c'est une constante, ça. C'est tous les dogmes qui sont arrivés ici, c'est ce que dit le professeur Oulhaj, ont été adaptés à la sauce locale. Tous les pouvoirs politiques exogènes se sont heurtés à des résistances ou à des rébellions. Ça, j'ai l'impression que s'il y a une constante dans à peu près toutes les interactions qu'on peut avoir avec l'étranger au sens large du terme, qu'il soit arabe, musulman, ottoman, musulman ou européen ou que sais-je, il y a quand même l'impression qu'il y a eu beaucoup de mal à mettre main mise sur cette zone géographique. Est-ce que je me trompe ? Et d'ailleurs, un podcast monumental d'Abdullah Fili sur les révoltes berbères avec Maïsar al-Haqir. Maïsar al-Haqir, il l'appelle le vil. Et notre extraordinaire personnage d'Abdullah ibn al-Habhab, le percepteur fiscal, qui a fini dans la tête à terminer, renvoyé. Non, c'est pas lui qui a été décapité, c'est son fils. C'est son fils. Qui était Wali du Souss. Du Souss, exactement. Et puis cette scène phénoménale que tu nous as racontée de ces chefs de tribu qui vont présenter leurs doléances à Abdelmalek, le roi Omeyyade, le calife Omeyyade, qui sont pas reçus et qui reviennent et qui déclenchent la grande tempête. Mais ça, c'est un film extraordinaire, ça, parce que on a ça également dans la littérature omeyyade, c'est-à-dire de l'autre côté, avec les qualificatifs comme Haqir, le Garab, le porteur d'eau, enfin Sqai, c'est ça. Mais c'est extraordinaire, c'est très peu connu ça en fait. Ça atteste encore une fois ce que vous êtes en train de dire, c'est que on a une histoire profonde, une histoire très forte. Une histoire qui est ancrée en nous, dans ce pays, etc. Et que, voilà, tu l'as si bien dit, on a une porosité qui est extraordinaire également. Oui, c'est ça. Mais à partir du moment où on s'attaque à des choses, et c'est à ce moment-là qu'on devient intraitable par rapport à notre culture, par rapport à notre identité, par rapport à notre personnalité. Et je pense qu'au tout début de la conquête islamique, eh bien, on a vu effectivement cette porosité qui a pris du temps. Porosité et résistance. Oui, ça c'est nécessaire parce que justement l'état d'esprit avec lequel les nouveaux arrivés, les conquérants ont commencé cette donc on présence, est en quelle année on est à 650, c'est l'arrivée de Uqba, mais la conquête a commencé vers l'Occident, vers le Maghreb en quelque sorte, à partir de 647-48. C'est le début. Et ce n'est pas Uqba ibn Nafi', c'est Hassan ibn Nu'man. Non, avant c'est Qais al-Balawi. Le Qais al-Balawi qui est en fait le frère Barrada de Uthman. De lait de Uthman ibn Affan. C'est à ce moment-là qu'ils ont, parce que Omar avait décidé de stopper la conquête en fait vers l'Occident en disant que c'est vraiment trop dangereux, etc. Omar ibn Khattab, le deuxième calife. Voilà. Et en donc fait, ça repart avec son successeur. Avec Uthman, qui avait besoin justement de moyens financiers. Et Dieu sait qu'est-ce que ça représente la conquête pour l'économie. On en a parlé pour l'économie d'un État islamique naissant. Et donc, il a pris la décision. Donc, juste pour revenir sur cette question, il y avait une présence chrétienne très, très, très forte, justement, en Ifriqiya. Et Jarger, qui était le Grégoire, le patrice Grégoire, qui a en quelque sorte défendu Ifriqiya contre la présence islamique. Cette présence chrétienne est moins forte, en tout cas moins perceptible vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb al-Aqsa, le Maghreb extrême, etc. Mais un certain nombre d'indices qui ne sont pas forcément textuels peuvent nous guider vers une présence même au sud. Par exemple, les gravures rupestres. Dans les gravures rupestres, vous pouvez trouver énormément de croix de 1 mètre à peu près de taille, de hauteur et de largeur, qui attestent encore une fois qu'il y a une présence chrétienne. Même dans les tumuli fouillés, et on n'a pas beaucoup. Les tumuli, c'est des sortes des tombeaux anciens. Voilà, des tombeaux se forment de dôme, en fait, en pierre ou en terre. Et on trouve justement tout un rituel chrétien d'inhumation et qui a subsisté jusqu'à même l'époque islamique. Jusqu'au 8e siècle, on enterrait encore à la manière chrétienne. Donc ça veut dire en fait que ce processus d'islamisation a pris beaucoup de temps,
beaucoup de temps. On est au 8e siècle, un des tumulus qui a été fouillé au sud, vers la région de Gulmim. Eh bien, il est du 8e siècle, mais ils n'ont pas le rituel islamique d'inhumation. C'est pas nécessaire. Tu vas me dire que le musulman soit sur le côté droit, c'est la culturation en fait. Les Américains ont même inventé qu'il fallait les jeter dans l'eau. avec Ben Laden. Non, ça pour les marins, normalement. Ça, c'est pour les marins. Ouais, mais c'est pas un marin, Ben Laden. Oui, mais bon. Ça, oui, je sais pas. C'est une autre histoire. Non, mais en tout cas, c'est très important de signaler que, effectivement, que même en Andalousie, à Pampelune, par exemple, au nord de l'Espagne, eh bien, il n'y a pas, dans un cimetière musulman, les musulmans ne sont pas enterrés sur le côté droit en regardant vers l'est. Pour revenir à cette histoire de porosité, ça m'intéresse beaucoup. En fait, c'est là où on voit l'importance du récit par rapport à comment on fabrique une histoire par rapport à des faits. On peut fabriquer une histoire en expliquant que Al-Maghreb al-Aqsa, le Maroc, appelons comme vous voulez, malgré les anachronismes, est une entité qui s'est soulevée contre les Omeyyades et qui est restée plus ou moins en train de résister sur les côtes jusqu'au début du XXe siècle. Et aussi, on peut expliquer que donc on peut avoir cette image comme ça d'indépendance farouche et de s'accrocher à son identité, ou comme tu as dit. Mais on peut aussi raconter une autre histoire qui est celle d'une zone qui a accueilli à peu près des populations très différentes, des populations venues du nord d'Andalousie, venues du sud, venues de l'est, des Hilaliens, et qui a finalement accueilli tous ces gens-là. Et il suffit de regarder la tête des Marocains aujourd'hui, qui, je pense, passe de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Il n'y a même pas une tête de Marocain, en fait. Et on peut donc aussi raconter l'histoire d'un pays plutôt accueillant, ou d'une zone géographique réceptive, donc cette porosité elle existe, et cette résistance elle existe, et ça peut être peut-être même symbolisé par cette histoire de Maysara et compagnie, qui garde l'islam et qui rejette le pouvoir omeyyade, puisque la révolte de Maysara, si je me rappelle bien, elle est faite au nom de l'islam. C'est ça. Voilà. C'est ça. Que leur ont apporté ceux qu'on est en train de virer. Voilà. Donc pour moi il y a cette espèce de dualité. C'est pour ça que je dis que l'idéologie ou l'état d'esprit est important, et que tu ne peux pas t'en défaire, parce que tu peux raconter les deux histoires. L'histoire d'un pays creusé de races différentes, d'émigrés, j'ai envie de dire même de réfugiés, de conquérants, de tout ce que tu veux, ou bien celle de gens qui sont restés toujours en gestion locale ou indépendante. Les deux récits sont corrects. Et qui s'exportent aussi. Ouais. Non, tu as fait le constat. Et qui s'exportent aussi. Tu as fait le constat. Le problème, il n'est pas là. C'est dans le récit. On a les chroniques anciennes. Une méthode d'écriture à la Ibn Khaldoun, ou à la Nasiri, ou à Kinsous, Abizar, etc. Je veux dire, on a des chroniques anciennes qui sont là, et que les spécialistes de différentes périodes savent lire et faire parler à leur manière, parce que c'est des techniques. D'abord, ça a commencé par le manuscrit, que les Français d'ailleurs ont appelé manuscrit arabe, induisant en erreur sémantique beaucoup de chercheurs plus tard, avant qu'ils se ressaisissent, parce qu'il s'agit de manuscrits de chez nous, mais qui sont des manuscrits en arabe, mais ce ne sont pas des manuscrits arabes. On va le dire une nouvelle fois comme ça. Non, parce que l'anglais... Non, parce que là, je pense que tous les auditeurs de Radio Ma'arif ont compris que, par exemple, ce podcast n'est pas un podcast français, mais un podcast en français. Voilà. Celui-là, parce qu'il y en a d'autres qui sont Absolument. D'accord. Quand à la période coloniale, les Français surtout, les Italiens côté de la Libye, quelques orientalistes, hollandais, allemands, britanniques, qui un peu plus tard, un peu tardivement, les Espagnols ont commencé à s'intéresser à nos textes, à nos manuscrits pour comprendre les périodes passées. Ils ont réalisé carrément des traductions, souvent altérées, souvent manipulées et même déformées, si j'ose dire. Je pense au cas nous avons un arabisant qui a publié énormément de textes à la période coloniale, qui était aussi un berbérisant, le fameux Qebtan Shlah Justinar. Il avait publié un texte qui date du début du XVIIIe siècle, de la période de Moulay Ismail. Et il est très connu, beaucoup de chercheurs l'ont utilisé, etc. Et le regretté Ali Sidqi Azaikou, qui était enseignant à la faculté de Rabat, a repris cette édition faite par ce Français publiée en 1942-43. Wow. Et il a repris, il en avait fait sa thèse en France, il a réannoté et il a trouvé énormément d'erreurs
de raccourcis. Ne serait-ce que le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur Oui. lui-même, il s'est embrouillé. Pourtant, ce français s'était fait aider par deux personnes qu'il cite, de Il faut Salé. tout refaire, quoi, en fait. De Salé, qui l'ont aidé à décoder un petit peu ce texte en arabe, de quelqu'un de la montagne et de l'Atlas de Marrakech, qui raconte, et au fait, par le titre, c'est extraordinaire, alors que رحلة الوافد مع الوالد في هذه الأجبال بإذن الواحد. Alors que الرحلة, il ne dure que 30 ou 40 kilomètres à peu près à vol d'oiseau, mais bon, mais ce bonhomme aborde, revient. Enfin, un jour, vous m'expliquez cette passion de la rime dans les titres. C'est qu'on retrouve aujourd'hui dans les messages publicitaires. Ouais. Oui. Ça vient de loin, ça. Ben écoute, quand même, je veux dire, c'était pas loin de là. Hein. Un gars, il nous raconte 18e siècle. Moi, j'ai une petite théorie sur les rimes, si tu veux. D'accord, allez-y. Moi, je pense que vous nous avez... je me lance, hein. De toute façon, maintenant que j'ai écrit un livre, plus rien ne me fait peur. Allez. Ou j'ai tu sais... Quand tu nous as dit, enfin, je sais pas qui nous a dit ça, c'est peut-être aucun d'entre vous, mais j'ai bien retenu que une des techniques qui ont été utilisées pour apprendre aux Marocains l'arabe, c'est les chansons. Oui. Les chansons, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont capables de chanter une chanson en anglais sans vraiment parler anglais. Tout à fait. Voilà. Parce que ça rime, parce que ça ça sonne. la poésie a pris énormément de place dans notre histoire Et aussi. voilà. Et c'est, pour moi, de là vient la passion de la rime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça rime, tu retiens plus facilement. Bien sûr. qu'un texte comme ça, rugueux en prose. Pourquoi les enfants doivent chanter au primaire pour apprendre énormément de choses? C'est quelque chose qu'on ne fait plus, ou on fait très peu. C'est justement parce que c'est le meilleur moyen facile d'apprendre rapidement. On retient tous les mahfoudat du primaire. Hein. Oui. Moi, je peux t'en faire une si tu veux. Hein, mais... non, j'ai pensé comment on apprenait le français à quelques qadis de chez nous à l'époque coloniale. C'est toujours selon cette rime. يقولون للعنق كو وللذنب كو وفجأة تتكو. يقولون للأم مير وللبحر مير ولعمدة البلدة مير ولا فرق بينهما. عاود la mer. يقولون للأم مير ولعمدة للأم مير وللبحر مير ولعمدة البلدة مير. Ah, le maire, ouais, d'accord. Le maire. Bon, on a la phonétique, on apprend par l'oreille. Il y a la phonétique, et ils se ressemblent, la mère, le maire. Voilà, فرق بينهما phonétiquement, صوتيات. Mais au niveau de l'écriture, ça les regarde pas parce qu'ils cherchaient pas à écrire à l'époque. C'est apprendre un vocabulaire pour discuter avec le contrôleur. Tout à coup. يقولون للعنق كو وللذنب كو وفجأة تتكو. D'accord. Donc il y a des mnémotechniques pour retenir. Oui, c'est ça, c'est nadm en fait, et toute la tradition, et moi je vais même plus loin. Par exemple, toute la grammaire arabe, il est enseigné dans les écoles marocaines avec le nadm. L'ajromiya, et ça dure 2 ans, mais une fois apprise par cœur, c'est terminé. Absolument. Mais au fond, cette société marocaine, il a quand même une tradition. Moi, je vois ça dans le Sousse, c'est extraordinaire. Et c'est Mustapha dans le Moyen Atlas, j'imagine aussi, ou le Gros Atlas, c'est pareil. C'est que les gens apprennent. Mustapha, il vient pas du Haut Atlas, il vient du Gros Atlas. et donc, ils apprennent par cœur les chansons, mais vraiment d'une façon extraordinaire, qui peuvent durer 1 heure à réciter. Alfiyat ibn Malik. Alfiyat ibn Malik, par exemple, Ibn Ashir. Et c'est valable même pour les musiciens. Je connais des musiciens je connais des musiciens qui peuvent chanter 1 heure en anglais sans parler anglais. Oui. Parce que tu... Non, la rime, justement, la poésie. Et d'ailleurs, parce que tout à l'heure, j'ai pas pu finir mon idée sur cette production de l'époque coloniale. Non. Mais ça me renvoie quelqu'un qui dit, mais cette population est pauvre en prose. Ils n'ont pas de prose, ils ne s'intéressent qu'à la poésie, ils n'ont pas compris pourquoi cette poésie était très présente dans la composition des cours. Comme dit Abdallah pour l'Ajromiya Tajromit, quelqu'un qui est enterré à Fès, il date de l'époque al-Muhad, qui nous a mis en place la base de la grammaire de la langue arabe, jusqu'à ce que son propre nom de famille soit synonyme, Ibn Ajrom, synonyme de grammaire, l'Ajromiya, d'ailleurs grammaire, grammoria, grom, tu vois, il y a une coïncidence phonétique assez curieuse et qui n'est pas bizarre non plus, parce que justement, c'est le nom donné au mot grammaire
qu'à la moitié, même au-delà du XXe siècle de Nahou. Quand je dis le Nahou, tu dis l'Ajromiya. Ou Darasa l'Ajromiya, quand on trouve dans les chroniques, ça veut dire qu'il a appris la grammaire chez X ou chez Y. La même chose pour la médecine, la même chose pour d'autres savoirs quotidiens, etc. C'est transformer pour faciliter justement l'apprentissage. Pour rendre digeste. Oui, c'est ça. Mais c'est la base de l'enseignement, c'est de mettre à disposition des gens des outils pour aller plus vite. Le style de la rime. On parle beaucoup de Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, on confond beaucoup la Muqaddima et le livre d'histoire. Ouais. Beaucoup croient que le Muqaddima, alors qu'il a le Muqaddima, c'est un livre à part, une sorte de livre théorique, si j'ose dire. Et comment on peut dire le titre complet de son œuvre d'histoire? كتاب العبار وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. Voilà, il y a un podcast aussi sur lequel je veux revenir avec vous qui m'a scotché, vraiment qui m'a marqué. C'est le podcast que j'ai réalisé avec Hamid Titao. Il est pas là, je crois qu'il habite à Al-Hajib, Hamid Titao. Il enseigne à l'université de Taza. En tout cas, c'est un brillant homme qu'on remercie, même s'il n'est pas là pour nous avoir éclairé. Et il nous a fait une histoire politique des Mérinides, en fait. Il nous a raconté comment ils sont allés à la recherche de légitimité, en manipulant un peu l'histoire, en utilisant des techniques qui sont les techniques de l'ordre du politique, parfois en faisant du buzz de façon très moderne. Et Hamid Titao nous raconte donc la fabrication du mythe de Moulay Idriss pour servir leurs intérêts, qui nous raconte la grande découverte de cette dynastie qui est la légitimation du pouvoir politique par Sholfa, enfin par le shérifisme, disons, voilà, qui est toujours valable aujourd'hui. Des choses très importantes dans notre histoire, qui semblent évidentes, mais qui ont été créées par eux dans l'objectif de solidifier leur position. À un moment de faiblesse. Ils commencent à perdre des territoires en Andalousie. Un moment de faiblesse, faiblesse militaire, puisqu'il y a la fameuse défaite de Salado, etc. Et faiblesse également, j'ai envie de dire, dogmatique ou religieuse, parce qu'il n'y a pas de Bni Yassine ou de Ben Soumart pour poser le dogme, parce que je crois que c'est Ben Khaldun qui disait qu'il fallait, pour prendre le pouvoir, une asabiya, une dawa ou un zaïm. Voilà, exactement. Donc ils n'avaient pas de dawa, donc ils n'avaient pas de dogme, donc ils sont allés prendre ce qu'ils avaient. Et moi je suis surpris, donc aujourd'hui on nous répète encore comme une évidence, l'histoire du Maroc commence par Moulay Idriss, qu'ont décidé les Mérinides, on est d'accord. Moulay Idriss II, là on parle de Moulay Idriss II. Mais un autre choix aurait été possible, c'est ce que je mets dans. Voilà, on aurait pu dire Youssef Msechfine, on aurait pu dire Maïsara, pourquoi pas. On peut même continuer au-delà. Moulay Hiroud, on peut y aller. Non, mais ce que j'essaie de dire, mon intérêt, il est où? Il est que ça fait donc cette chose-là est connue depuis à peu près 1000 ans, peut-être 800 ans. C'est-à-dire que ça fait 800 ans qu'on sait que, par exemple, la découverte de tombeau de Moulay Idriss Tsani est arrivée dans un moment de faiblesse pour détourner l'attention, pour se présenter. Il le raconte très bien. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit contesté. C'est ce que disent tous les historiens. Voilà. Sur l'histoire du shérifisme, comment ont été distribuées les cartes pour s'allier l'aristocratie ou la noblesse locale à leur pouvoir qui était un pouvoir plutôt campagnard et un peu pris de haut. Tout ça, c'est clair. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment 800 ans après, on continue à perpétuer cette légende. Parce que c'est une légende, on est d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est que je me dis que si on répète ça depuis 800 ans, malgré ce que disent les spécialistes, c'est que c'est une histoire qui nous plaît. Non, pas depuis 800 ans. Et pourquoi pas non plus. Mais depuis l'époque mérinide, c'est-à-dire nous sommes au 14e, 15e siècle. Donc ça fait à peine 13e, 14e, c'est-à-dire ça fait à peine 6 siècles. Ouais, 600 ans, je retire, tu as raison. Mais ça fait quand même beaucoup, 600 ans. Non, pas forcément, vu l'étendue de l'histoire, il n'y a pas de problème. Non, si, parce qu'aujourd'hui, quand tu racontes ce que raconte Titao, par exemple, quand tu le racontes dans certains milieux, les gens s'indignent. Les gens s'indignent aujourd'hui parce qu'ils te disent non, Sholfa, machin. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je veux dire, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas cela le problème. C'est quoi le problème? Justement, c'est de l'idéologie politique. Donc, on parle de l'idéologie politique, de la construction de quelque chose. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas forcément contradictoire. On peut même aller au-delà. Tout à l'heure, Abdallah évoquait Maysara al-Taghri, ses histoires avec les Umayyads. Mais Driss Ier qui est venu chez la famille maternelle issue de Kousseïla qui a tué Uqba. Alors que Kousseïla, pour nous, la manière avec laquelle on nous l'a présenté, il a tué Uqba, mais Kousseïla était musulman. Axel
qui signifie Ça peut être considéré là aussi le tigre. Le point de départ. C'est un tigre. Mais Aouraba, Axel Koussaïla était le chef de Aouraba. Non, moi sérieux, moi j'ai envie de vous dire un truc. Les amis, je sais que c'est pas ta période de prédilection, Mustafa, mais allez bosser là sur cette période-là, parce qu'il y a des choses à éclaircir. Là. On est vraiment devant un moment clé de l'histoire de notre zone. On va dire qu'on a épuisé franchement les textes, mais il faut aller sur le terrain parce que il y a énormément de choses. Il y a quelques années, il y a des choses. Mais de façon générale, je suis très surpris par la masse de travail qui reste à faire. Quand on a parlé avec Abdelhaï Khili, spécialiste des Ottomans, qui nous a fait 2 heures sur les Ottomans, qui lui parle ottoman d'ailleurs et qui part travailler sur les sources à Istanbul, il le dit, il suffit de dire, il faut y aller, il faut chercher et on découvre des choses. Donc en fait, c'est un problème de ressources. C'est pas vraiment un problème. Toi, tu parles des sources. De volonté. De recherche scientifique, de dire est-ce qu'on est capable de faire de la recherche scientifique. Voilà, exactement. Et de dire aux profs d'université, restez à l'université et vous n'aurez pas un sou pour aller faire vos recherches. Moi, je trouve ça quand même un peu limite. Et même quand il y en a les procédures, je parle par expérience, on abandonne. On abandonne vu la manière avec laquelle, quand il y a l'octroi de budget, les procédures vous... te dégoûtent. Totalement. Totalement. Alors que c'est trop de bureaucratie, donc. Non, c'est pas que la question de la bureaucratie. Je veux dire, normalement, c'est de l'argent public, donc normalement, il y a du contrôle et tout. Mais le système de fonctionnement, on fait au lieu de faire des pare-feux, et on fait des garde-fous. Et c'est là qu'il y a le détournement. C'est avec les garde-fous, on voit qu'on entend le Cour des comptes avec toutes les procédures qu'il y a, avec toutes les lois qu'il y a, avec tous les mécanismes de contrôle qu'il y a, et les gens arrivent à détourner. Et quand, je veux dire, c'est donc tu vas détourner si tu vas à Istanbul pour. Non, je parle pas de ça. Je parle des choses dont parle la Cour des comptes au niveau des responsabilités, je veux dire, des organismes, des trucs, etc. Mais c'est pas l'arsenal juridique en vigueur aujourd'hui qui va aider à résoudre le problème, parce que peut-être le problème est ailleurs. C'est tout ce que je voudrais dire là-dessus. Hein. C'est pas. Moi, j'insisterai sur ça parce que c'est quelque chose qui ne peut plus continuer, notamment dans mon domaine qui est l'archéologie. On ne peut pas se contenter des financements étrangers pour faire de la recherche archéologique au Maroc. Ça, je le défends, je l'ai défendu en haut lieu pour vraiment que ça cesse cette opération. Moi, quand je vois mes collègues français et qui se ramènent avec, c'est pas des sommes énormes, on va dire 15 000, 20 000 euros confiés par l'État français ou espagnol ou allemand aux chercheurs. Et bien évidemment, la confiance existe, mais il doit prouver qu'il a justement tout à fait justifié les dépenses, etc. C'est eux qui payent les ouvriers, c'est eux qui payent les voitures de location, c'est eux qui payent la prise en charge des chercheurs marocains. Moi, je pense que là, il faut mettre un point d'arrêt à ce genre de choses. C'est pour ça que l'archéologie ne progresse pas assez, parce qu'elle est dépendante d'un financement étranger. Et puis surtout, on peut faire appel aussi le public, le privé, mais aussi, on croit que c'est des fonds perdus. C'est de l'investissement pour une économie qu'on appelle le tourisme, interne et externe, national et international. On parle d'une ville qui s'appelle Basra, de l'époque de Moulay Idriss. Idriss II. Où est-elle? Il existe. Les chercheurs, les spécialistes localisent. Il est dans le Gharb. Oui. Mais où est-elle? On n'a jamais. Moi, je vais aller même plus loin. Moi, je suis même fatigué d'entendre qu'il faut faire ça pour le tourisme. Il faut faire ça pour nous. C'est exactement ça. J'en ai marre. Il faut faire ça pour savoir qui on est, pour savoir comment on a été. Oui, non, je comprends, mais on est toujours obligé d'aller chercher ça fait la même chose pour la musique. Non, on n'est pas obligé de faire de la musique pour les touristes ou bien de faire des recherches pour ramener des touristes. Parce on est toujours obligé d'aller chercher une sorte d'alibi ou bien de trucs qui halalise notre attitude. Non, on a envie de faire de la musique pour faire de la musique. Parce qu'on estime que même les Marocains ont besoin de musique. On a besoin de faire des fouilles parce qu'on a besoin de savoir qui on est, comment on a vécu, et même point de vue économique, franchement, les 2 années là de la pandémie, c'est qui a porté le patrimoine, la musique marocaine, je sais pas moi, c'est les Marocains eux-mêmes. Oui, moi je suis ouvert, j'ai envie que les touristes viennent, mais je suis fatigué de les mettre à toutes les sauces pour justifier des choses qui dans d'autres pays sont faites naturellement sans avoir besoin d'alibi. C'est-à-dire que si on trouve cette ville et si on
trouve cette ville, enfin, je veux dire, c'est important, quoi. Bien sûr. C'est important. Bien sûr, on va découvrir énormément de choses, mais je dis ça au nom de le sacro-saint investissement et le retour sur l'argent, parce qu'on croit que la culture... Le retour sur investissement, il est moral aussi. Oui, oui. Il est moral. Non, quel est le retour sur investissement sur 50 000 personnes qui regardent un concert, qui me chouinent un souffre, bien sûr, ou bien qui font du sport, ou qui, tu vois, c'est ça c'est la notion de capital immatériel. C'est la notion de culture qu'on a eu le ministère en charge et le pourcentage de ce ministère dans le budget global de l'État. Oui. Est-ce que je peux rajouter un petit podcast là sur lequel j'ai bien envie d'envoyer les auditeurs qui l'ont loupé sur l'art rupestre réalisé par l'extraordinaire Abdelkhalq El-Mejidi, qui est un personnage fabuleux. C'est un des rares moments où on a regretté de ne pas avoir de caméra. Abdelkhalq El-Mejidi a fait ses études en Union soviétique. Absolument. Il a fait son projet de fin d'études sur un village fabriqué avec des os de mammouth. Ouais. Dans je ne sais quelle contrée de l'ancien empire soviétique ou peut-être de Russie, je ne sais même pas où c'est. Et il faisait le terrain à Dodan. Et il faisait il a acheté des ânes pour monter il les revendait en descendant. C'est sûr, quand tu dis l'art rupestre, c'est quelque chose de complètement... C'est loin, c'est flou, c'est petit, c'est machin. Mais en fait, c'est localisé dans des zones aujourd'hui... Quand tu l'entends parler, et c'est d'ailleurs une des choses avec laquelle j'ai envie de terminer ce bilan, c'est qu'il y a des gens passionnés ici. Il faut juste les trouver. C'est pas très dur, parce que tout le monde le connaît apparemment dans ce métier. Et leur donner le micro, leur donner le micro et les laisser parler. Vous allez être surpris, les amis, par le nombre de ressources qu'on a qui sont à notre disposition. Et qui ont besoin de budget, d'être encouragés, parce que ce qu'on ne sait pas encore est beaucoup plus important que ce qu'on sait aujourd'hui. Exactement. Et surtout, il a travaillé sur des régions qui sont aujourd'hui, qui représentent quelque chose pour le Maroc, pour l'État, je veux dire, le Sahara marocain. Il l'a arpenté jusqu'au fin fond de Aousserd, de toutes les stations là où le Maroc a mené une guerre acharnée contre le Polisario, etc. Toutes ces régions très dangereuses. Ce monsieur, à qui je rends hommage très sincèrement, et qui est dans un état de santé très limité, eh bien, il les a présentés au public marocain. Les gravures rupestres, les sites préhistoriques, proto-historiques, le matériel archéologique de ces périodes, le Sahara vert, le changement justement de l'organisation sociale pendant les périodes pré- et proto-historiques. Avec les changements climatiques. Exactement, en relation avec les changements climatiques. C'est tout simplement quelque chose qui est important, qui est porteur, je veux dire, même politiquement. Quand on voit la recherche menée par les Espagnols, les Allemands, de l'autre côté de la ceinture dans le Sahara, franchement, moi je me dis que l'État ne fait pas assez de choses. Exemple de choses que peut faire l'État, c'est très facile. Je suis désolé, on va descendre à des choses très basiques et pas chères du tout. C'est l'aéroport Chelif Idrissi de l'Hoceima, que j'ai eu l'occasion d'aller la semaine dernière, est un petit aéroport qui a largement assez de murs pour supporter la carte de Chelif Idrissi. Dans une salle d'attente, par exemple, puisqu'on traverse... Il n'y en a pas ? Non, il n'y en a pas. On traverse, il n'y a rien qui indique... Non, on ne sait même pas qui c'est. On croyait que c'était... je l'ai su parce que vous me l'avez dit. Enfin, en tout cas, moi, comme voyageur normal, peut-être qu'elle est cachée quelque part, mais comme voyageur normal qui fait un check-in, qui rentre dans une salle d'attente et qui monte dans un avion, c'est-à-dire dans mon parcours, après je ne suis pas allé aux toilettes, peut-être qu'elle est là-bas, mais je peux te dire que partout où je suis passé, je ne l'ai pas vue alors qu'elle devrait être vraiment mise en évidence, puisque pour une fois, qu'on donne le nom d'un géographe d'un scientifique. D'un Spti, on aurait pu terminer en montrant son œuvre qui en plus est visuellement très belle. Voilà. Oui. Mais c'est des genres de réflexes qu'on n'a pas, qui sont pourtant pas chers. Là, on parle de rien du tout. Là. Oui. Juste de la volonté de faire. De la volonté de partager et de ne pas se contenter de nommer. Surtout que la carte est disponible chez les services de cartographie. Exactement. Non, mais là avec sur un aéroport, ils peuvent nous faire le mur entier. Là. Il faut aller. Il faut aller en Sicile où il a justement son buste Idrissi. Ouais. Mais il n'a pas d'aéroport. Pas d'aéroport, mais... Merci les amis. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si on a fait le tour. Je crois que là, l'essentiel pour nous, si j'arrive à conclure, c'est que c'est la question de la construction du passé, comment on a voulu le faire, comment à l'époque coloniale ils l'ont fait
pour des raisons qui les regardent, comment après l'indépendance on l'a fait pour d'autres raisons qui regardent les gens qui tenaient les ministères, et avec les ajustements qui ont eu lieu, parce que quand même on doit être heureux que Héroud a été intégré au programme pour le primaire, que le Barbar al-Awwal n'habite plus les grottes, mais qu'il y a bien quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on dit civilisé, etc., avec des noms peut-être qui ne correspondent pas à la mentalité d'aujourd'hui, mais aussi il faut aider au décodage, et je crois que c'est comme ça aussi qu'on va ajuster petit à petit pour non pas vraiment rendre tous les Marocains spécialistes de l'histoire, loin de là, mais au moins comprendre les éléments essentiels, je crois, depuis cette période dite proto-historique jusqu'à la période contemporaine. Moi, j'ai envie de dire, au lieu de construction, co-construction. Co-construction veut dire quoi? Veut dire qu'on implique les gens, toutes sortes de gens, justement, du scolaire jusqu'aux traditions orales fondées sur justement les études anthropologiques, etc., pour découvrir notre histoire. C'est là que les arts jouent, justement, le théâtre, le cinéma, les séries télé, les trucs. Justement, l'école, oui, mais pour nous tous, on a besoin d'énormément de support. Et là, il faut investir. Il ne s'agit pas de sommes énormes. Attention, franchement, à chaque fois que je suis dans une réunion, etc., on me dit mais l'archéologie c'est trop cher, etc. Très sincèrement, c'est absolument pas du tout le cas, mais il faut avoir la volonté. Je pense que nos terroirs et nos territoires peuvent nous apporter une connaissance historique majeure. Si on a découvert Égilis, c'est grâce, en très grande partie, non pas aux textes médiévaux qui ont parlé, mais grâce à la tradition orale, et aller sur le terrain. Le découvrir, et les gens défendent justement ce patrimoine, et l'histoire du podcast sur Égilis était édifiante dans ce sens. Magnifique. Merci les amis, Merci vous avez à vous. encore du travail, il y a beaucoup de choses. Alors là, je compte sur toi cet été pour, en dehors de tes fous, travailler un peu sur les Almoravides. J'ai besoin de plus que ce que tu nous as donné. Je sens je sens une épopée là-bas qui mériterait plus de détails. On va chercher ça. Les chameaux sur les bateaux, tout ça. Il y a quelque chose là-bas qui est fascinant. Zine, Abou Bakr, Bakari. Wajaj. Il y a un chant chez les Gnawa qui évoque Bakari. C'est Bakari, Abou Bakr al-Mtouni. Voilà, en Bambara, le chant. il y a des choses là-bas. Comme quoi les Noirs au Maroc, au moins de l'époque almoravide, ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Mais c'est pas lui, Bakari. Il y en a encore aujourd'hui, des Bakari. Oui, c'est un prénom très courant en Afrique de l'Ouest, mais ça renvoie à Abou Bakr. Et on a ce chant مشينا مع بكاري مشينا لتمسنا دقينا وتودنا وحطينا خيامنا. D'accord. En Bambara, que j'ai traduit moi-même par le biais d'un ami francophone au Mali. D'accord. Donc toi, tu as encore du travail. Je te laisse aller travailler. On va essayer. Tu peux disposer. On va essayer. Stéphane, ça c'est pas la peine que je te donne ton boulot. Merci. Tu as beaucoup de choses à nous raconter aussi. Espérons. Et ça là, on se retrouve après l'été dans une nouvelle saison de podcast Histoire, avec toujours autant de plaisir à recevoir les gens, à partager ce qu'ils ont à nous dire. Et merci surtout à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux. Et merci pour terminer à notre partenaire Maroc Télécom qui nous suit depuis 4 saisons de podcast Histoire et qui sera là encore l'année prochaine pour une 5e saison. À la saison prochaine les amis, après l'été. Bonnes vacances. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.